Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. L'épisode du jour parlera des troubles des conduites alimentaires. Dans les troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie, la relation à la nourriture est perturbée. Le plus souvent, le traitement de ces troubles implique à la fois médecin, psychologue et diététicien. Mais souvent, ces troubles ne sont pas repérés par l'entourage ou la famille de la personne atteinte. Dans cet épisode, Kerima souhaite prendre la parole pour lever certains tabous liés à ces troubles, notamment dans sa communauté religieuse musulmane. Adolescente, elle a été diagnostiquée par un médecin, mais n'a pas eu de suivi particulier. Elle s'en est sortie, mais souhaite mettre en lumière ces troubles qui existent bel et bien. Vous écoutez l'épisode Montesséa dans une communauté musulmane. Attention, je tiens à rappeler que ceci n'est pas une généralité, mais un simple constat, qui est que dans les communautés religieuses, que ce soit le protestantisme, le judaïsme, l'islam ou bien le catholicisme, il y a un tabou par rapport aux maladies mentales. C'est pourquoi je remercie infiniment Kerima de prendre la parole pour nous raconter son histoire et pour lever certains tabous, notamment dans les communautés religieuses. Excellente écoute. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. J'espère que mon témoignage pourra aider certaines personnes qui se reconnaîtront et qui pourront sauter le pas et comprendre qu'il n'y a rien de honteux. J'ai pris conscience très vite qu'il y avait un souci avec mon alimentation du moment où, dans mon trouble du comportement alimentaire, j'ai pris conscience très vite vraiment du trouble à partir du moment où j'ai commencé à plus m'alimenter pour maigrir. Et j'ai pris conscience directement, je le savais, j'étais très très lucide sur les choses. Et même déjà avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu ronde. Mais j'étais pas grosse, j'étais un petit peu ronde et je mangeais, j'avais vraiment un bon coup de fourchette si on peut dire, au point que ma maman adoptive des fois cachait un peu les gâteaux parce que j'en mangeais beaucoup et je savais déjà que c'était pas trop normal. Enfin, je voyais par exemple, je sais pas que je le savais, mais j'en prenais conscience au sens où je voyais ma maman adoptive, mon père adoptif, mes frères et sœurs adoptifs, même ma cousine adoptive, ma famille on va dire adoptive. Je voyais tous ces membres manger normalement, être rassasiés, manger une assiette. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais comment ça se fait que moi, je mange tout le temps et j'ai toujours envie de manger plus et j'arrive pas à m'arrêter, il faut que je mange des quantités incroyables. Donc déjà là, j'en ai pris conscience quand j'étais petite, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est vraiment quand je suis tombée dans mon TCA d'anorexie que j'en ai pris conscience dès le début. En fait, dès le début, je savais que c'était pas quelque chose de normal, que j'allais rentrer dans quelque chose. C'était comme si je savais je savais pas forcément que j'allais rentrer dans quelque chose d'aussi grave, mais je savais que j'allais forcément déclencher quelque chose. Je le savais, j'étais très très lucide dessus. Mon TCA, je l'ai eu lorsque j'ai eu 15 ou 16 ans, ça a commencé je pense vers la fin de mes 15 ans. Ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de mes 16, 17, 18, 19. Quand j'ai eu 20, 21 ans, ça a été un peu mieux. Et là, jusqu'à mes 27 ans, ça a fait que s'améliorer, grâce à Dieu. Ça a vraiment commencé au début de mes 16 ans. Je n'étais pas encore convertie à l'islam. Donc j'étais une jeune fille européenne qui vivait sa vie tout simplement comme les autres jeunes de son âge. Tous les jeunes à cette époque-là. Je voulais plaire, voilà, tout simplement. Je voulais plaire, je voulais qu'on me remarque, je voulais être belle. J'avais une amie qui avait toujours été un petit peu ronde. Elle est toujours connue comme un petit peu ronde, mais elle n'était pas grosse, mais elle était un petit peu ronde. Et elle est venue un jour au lycée, elle était très très amaigrie, et je me rappelle qu'en fait ça m'avait beaucoup choquée. Ça m'avait beaucoup choquée, et pas que moi d'ailleurs, mais moi ça m'a, même encore à l'heure actuelle, je me souviens encore de son corps et son visage. Ça m'avait énormément choquée, elle était très amaigrie. Mais je me suis dit, même si elle, qui était un petit peu rondouillarde comme moi, elle a réussi à devenir mince, moi c'est sûr que je vais y arriver. En fait, ça a été vraiment le déclencheur, c'est de la voir aussi mince. Alors elle y a été pour rien, elle m'a pas donné de conseils. Enfin si, je me souviens qu'on avait discuté vite fait, elle m'avait dit qu'elle se faisait des salades, ce genre de choses. Ça a été... Enfin, on n'a pas vraiment discuté plus que ça. Donc vraiment, l'élément déclencheur, c'était vraiment de voir cette fille-là, que j'avais toujours identifiée à une fille plutôt rondouillarde,
perdre du poids en fait et tout simplement avoir beaucoup de monde qui ont parlé d'elle. Et je crois qu'à ce moment-là aussi, elle commençait à avoir un petit copain, il me semble aussi. Et je sais qu'en tout cas, moi, personnellement, pour me sentir mieux dans ma peau, pour plaire, tout simplement, je pense que c'est l'âge aussi où on a envie de plaire, on a envie de s'affirmer, d'être regardé. Et je sais que je me suis dit, moi aussi, j'ai envie qu'on me voit et qu'on me regarde et qu'on remarque que j'ai perdu du poids et finalement qu'on me remarque tout simplement, en fait. J'étais amoureuse un peu d'un garçon, donc je me suis dit aussi, à mon avis, ça a dû jouer aussi cette chose-là, le fait de vouloir plaire. Ça fait déjà maintenant 10 ans que j'en ai parlé à ma tata. Donc ma tata, c'est ma maman adoptive, je l'appelle comme ça. Effectivement, je lui ai dit que je voulais perdre du poids et que du coup, je me ferais plus que des salades. C'était un de mes derniers repas avant de tomber vraiment dans le trouble. Je voulais manger que le midi, de ce que je me souviens. Je m'étais fait une grosse salade de fruits, mais en fait, je me souviens qu'elle était super sucrée parce qu'il y avait plein de fruits dedans. Je me souviens que ma tata, elle avait pas vu ça d'un très beau œil parce qu'en gros, même si c'était qu'un seul repas, il y avait quand même beaucoup de sucre dedans. Même moi, quand j'y repense maintenant, c'était un peu rigolo, c'était un peu ridicule, mais pas vraiment parlé en fait avec eux. Je pense qu'ils l'ont simplement vu et malheureusement, ils l'ont vraiment subi. C'est la raison pour laquelle c'est important de préciser mon TCA dans une communauté musulmane parce que chez les Européens, moi je suis née, je suis à moitié européenne, donc je suis franco-algérienne, ma mère est française, mon père algérien et mes parents adoptifs, eux, sont français. Et du coup, j'ai une éducation à la française européenne traditionnelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les familles européennes. Je ne descendais plus pour manger et ils s'en inquiétaient. C'est pas qu'ils s'en inquiétaient pas plus que ça, mais je leur disais non, je mange pas. Et en fait, dans les familles européennes, je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes encore une fois, mais je leur ai dit à plusieurs reprises je ne mange pas. Ils se sont inquiétés. Je voyais qu'ils étaient inquiets, mais ils me forçaient pas en fait. Ils m'ont peut-être forcé 1-2 fois, mais je voulais plus. Et du coup, ils n'ont pas forcé. La réponse, c'est que j'en ai pas forcément parlé avec eux. Ils l'ont vu. Ils le subissaient en fait. Ils le vivaient avec moi. Je pense qu'ils s'inquiétaient pour moi, c'est sûr. Je les voyais, ils se posaient des questions, ils me posaient des questions, ils s'inquiétaient. C'était plus possible, du coup, ma tata m'a amené au médecin, au docteur. Mais je sais qu'ils s'inquiétaient vraiment pour moi quand même. Même si, voilà, ils n'avaient pas la façon de faire, de vouloir me forcer, m'imposer. Parce que tout simplement, c'est pas une éducation, en fait. Ça fait pas partie de l'éducation que j'ai reçue de forcer, même s'il n'y avait pas de souci pour, par exemple, des fois me crier dessus ou quand je faisais mal les choses, mais ils me forçaient pas, en fait. Si je voulais pas, tout simplement, je ne faisais pas. En fait, je pense que les anecdotes, c'est des choses qu'il faut dire parce que c'est des tranches de vie, c'est des moments de vie, plutôt des instants de vie qui peuvent des fois être révélateurs en fait aux personnes qui nous écoutent. Je me souviens, j'étais en classe, en cours de français et j'étais morte de faim. Quand j'y pense, je sais. En fait, quand j'y pense, c'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant, 10 ans après, et même déjà, ça fait déjà plusieurs années que je me sens plus capable de faire ça. Et en fait, je me dis quelque part, Dieu soit loué, mais voilà, le TCA, dans son côté obscur et dans son côté très, très malsain, il te dit, mais en fait, t'es plus capable de faire ça, regarde, t'es devenu nul. Je crois que ça devait être le 3e jour de jeûne que je faisais. Enfin, du coup, je dis ça jeûne parce que je mangeais pas, mais je buvais des litres de jus, de chocolat chaud. Enfin, en fait, c'était que du liquide. Mais je refusais qu'un aliment solide rentre dans mon corps, à part le chewing-gum, et je les avalais pas. Je me souviens que j'étais vraiment en train de fantasmer sur de la nourriture. Je me rappelle que j'étais en train de penser à la nourriture. Donc j'écoutais à moitié la prof, c'était très très difficile, j'étais vraiment dans un état de faiblesse un petit peu avancé quand même. En fait, je me rends compte maintenant que c'est grave, mais voilà. Et j'avais une amie à côté de moi qui me voyait, c'est une de mes très bonnes amies encore maintenant à l'heure actuelle, et je pense qu'elle voyait que j'étais pas bien, mais en fait je sentais comme une sorte comme si elle avait honte de me le faire remarquer en fait, vraiment une grande pudeur. En fait, je peux pas leur en vouloir parce que je sentais qu'ils avaient peur de me froisser et honte et peur de me froisser. Donc je leur en veux pas. J'avais aussi un ami avec qui j'étais en cours d'histoire. Et en fait, tellement je bouffais pas. Enfin, désolée, mais tellement, ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment ça, tellement je mangeais pas. Mon ventre, il criait famine. Et franchement, j'avais honte parce que chaque fois quand j'étais en cours, très souvent, les gargouillis du ventre, en fait. Et j'avais mon ami à côté, j'avais tellement honte, en fait, d'avoir ces gargouillis-là dans le ventre. Et il m'a fait remarquer, t'as pas mangé? Enfin, en fait, il me l'a fait remarquer, mais j'ai senti qu'il était super gêné lui aussi. Et en fait, voilà. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est que ça illustre un peu ça illustre un peu le regard qu'avaient mes amis sur cette maladie, c'est qu'ils étaient gênés de me le faire remarquer en fait. Ils étaient gênés, par exemple quand je mangeais pas, c'était juste, par exemple on allait au McDo ou ça, je mangeais jamais, c'était juste, oh elle mange pas, juste c'est tout. Elle mange pas, on va pas dire pourquoi elle mange pas, c'est tout. Mais on n'allait pas, et je suis quand même reconnaissante de ça, je leur suis reconnaissante parce que c'était très très gênant pour moi d'expliquer pourquoi tu manges pas et rentrer dans des trucs comme ça. Ils n'ont jamais fait remarquer en fait.
toute la classe était invitée, une amie commune. Et je me souviens que sa tante avait fait c'était une italienne, avait fait des spaghettis bolognaise qui avaient l'air mais excellents. Je me souviens encore, dommage que je les ai pas mangés maintenant que je suis plus ou moins guérie. Et moi, je me rappelle que j'étais avec mes pommes vertes, donc j'étais avec mon copain à cette époque-là, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'étais avec mes pommes vertes et je refusais de manger autre chose que mes pommes vertes. Et je voyais que les gens ils rigolaient un peu de ça, ils étaient un peu gênés par rapport à ça, j'essayais de détourner la conversation. Mais voilà, je voyais qu'on m'y ramenait parce que de toute façon, c'était pas normal d'être comme ça. Il y avait eu encore une fois un autre barbecue pendant l'été et j'étais vraiment très très amaigrie. Et il m'avait dit, par contre là c'était un peu l'inverse, c'est que lui il a été carrément dans le cash. C'était un barbecue, du coup il n'y avait pas forcément de match, mais bon, là ça a été vite, donc on a fait quelques drips. Et il est venu et il a dit carrément, faut faire attention, en gros, carrément faut faire attention parce que là c'est l'anorexie. En gros, il me l'a dit comme ça, il a sorti le mot anorexie. Et c'est vrai que ça m'a glacé d'entendre ce mot, même si je le connaissais, je savais que c'était anorexique, mais ça m'a glacé. Donc voilà, l'entourage était, si je devais résumer, conscient et le voyait parce que ça se voit, de toute façon, quand quelqu'un est en train de dépérir, qu'il ne mange plus, les comportements ils se voient vraiment. Donc cet entraîneur-là et aussi une de mes très très bonnes amies qui était elle. Donc là c'est pour ça que ça va peut-être amener le sujet. C'est que elle était de confession musulmane et moi j'étais pas encore musulmane et maghrébine. Et elle en fait elle n'hésitait pas à me mettre un peu les pieds dans le plat, en me disant pourquoi tu manges pas, c'est de l'anorexie. Enfin je crois qu'elle m'avait dit c'est de l'anorexie. Elle avait vraiment été un peu cash, mais sans être méchante, mais vraiment cash. Et sa mère aussi avait été assez cash en me disant mais je veux pas que tu fasses ça parce qu'après quand tu vas remanger tu vas tout reprendre tes kilos. Donc pareil, pas trop de enfin, c'est pas beaucoup de tact en fait. Mais voilà, je pense en fait que l'entourage est un peu gêné dans ces moments-là et ne sait pas trop comment réagir. J'ai été diagnostiquée au moment le plus critique. Pendant presque toute ma maladie, mes parents étaient là, mais ils subissaient en fait. Ils étaient un peu des spectateurs passifs de la situation. Ils s'inquiétaient, etc. Mais c'est vrai qu'ils n'osaient pas trop me brusquer enfin, ils me faisaient des remarques, etc. Voilà. Mais il n'y avait jamais d'intervention vraiment concrète, on va dire, de leur part. Et en fait, à un moment donné, je me souviens donc encore maintenant, parce que c'était un événement très marquant. Quelques mois que j'avais entamé ce régime. Donc mon régime c'était quoi ? Je vais le dire pour bien comprendre. Donc je mangeais pas de la semaine. Toute la semaine, on va dire du lundi au vendredi, je ne mangeais pas. Mon alimentation était uniquement constituée de choses liquides. Donc principalement du chocolat chaud. Et d'ailleurs du Nesquik. Et je me rappelle que pendant pas mal d'années après, je n'ai plus réussi à boire du Nesquik. Et même à l'heure actuelle, j'arrive à en reboire. Mais c'est vrai que je sais que c'est symbolique de cette période. Donc des jus d'orange, des milkshakes, je me rappelle j'allais tout le temps, et j'aime toujours le faire, mais j'allais tout le temps au McDo prendre les petits shakes, là j'aimais trop ça. À partir du samedi, c'était le cheat meal, en gros, c'est-à-dire le repas de la semaine où je me faisais plaisir, et encore une fois le terme est un peu grossier, mais parce que ça illustre bien, je bouffais littéralement, je me jetais sur la nourriture tout le samedi, à tel point que j'étais tellement heureuse le vendredi soir dans mon coucher parce que je savais que quand j'allais me réveiller, j'allais bouffer littéralement en fait, j'étais vraiment trop heureuse. Je me souviens que à ce sujet-là, donc le copain avec qui j'étais à l'époque, j'adore toujours autant d'ailleurs les chocolats, les rochers au chocolat au lait, j'aime beaucoup ça, que ce soit Suchard ou n'importe lesquels, et j'aimais trop manger ça, et donc du coup il m'en avait acheté le vendredi soir pour le samedi, et je me souviens qu'on était dans la voiture et il était venu me chercher à la gare, enfin bref, avec mon père adoptif, et j'avais déjà commencé à les bouffer tellement, je dis vraiment ce terme volontairement, c'est pas manger, c'était vraiment je bouffais vraiment, j'avais déjà commencé donc à les bouffer parce que j'étais mort de faim en fait. Ça faisait du lundi au vendredi que j'avais pas mangé. Et même lui me disait mais attends, là tu vas rentrer à la maison, tes parents ils t'ont fait un bon repas, mais non, il y avait rien à faire. Je mangeais dans le désordre, n'importe comment, n'importe quoi. Et malheureusement je suis encore un peu dans ça, même si maintenant ça va mieux parce que j'arrive à manger plusieurs repas par semaine, plusieurs fois par semaine. Mais je suis encore dans ce truc quand même du jour où je vais manger. C'est vrai que j'ai un peu tendance à me lâcher. Donc je faisais ça pendant quelques mois et en fait au bout d'un moment j'ai maigri, donc forcément j'ai maigri énormément. Je voyais que là par contre mon frère m'avait dit un truc dont je me rappelle, il m'avait dit au niveau de mes clavicules et de mes épaules c'était tellement maigre qu'il m'avait dit on aurait dit un cintre, tu ressemblais à un cintre, il me l'a dit tu ressembles à un cintre. Ça m'avait beaucoup choqué cette parole, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un soir, je pense que peut-être que j'ai bu trop de chocolat chaud, je sais pas, mais j'étais vraiment pas bien du tout. En fait, c'était la nuit, je me rappelle en plus. Enfin, c'était vraiment, des fois, je me dis, je suis croyante, du coup, des fois, je me dis, les choses ne sont vraiment pas faites
par hasard, je regardais en plus, enfin je veux dire, il y avait vraiment l'ambiance en fait. Je regardais en plus le film, l'excellent film Requiem for a Dream. Je sais pas si les gens vont connaître. C'est un film incroyable qui parle des addictions et dedans il y a l'addiction, la maman veut faire un régime et elle par contre elle tombe dans la drogue, donc elle va voir son docteur qui lui donne des méthamphétamines. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais c'est un film vraiment glaçant il y a une ambiance. Les gens qui connaissent ce film vont comprendre. Il y a une ambiance, c'est vraiment quelque chose qui est très très glaçant. Et j'étais mal, mais j'étais vraiment mal en fait. J'étais un peu en sueur. J'avais très mal au ventre. J'ai eu la diarrhée, voilà. Faut dire les termes, donc je l'ai dit. J'ai eu la diarrhée et en fait pendant la nuit je me suis réveillée avec des j'étais vraiment, je me tordais le ventre de douleur et j'avais donc la diarrhée, je vomissais en même temps et j'étais vraiment dans un état, franchement je pense, je suis sûre même que je pensais mourir en fait, je pensais mourir tellement j'étais dans un état horrible, j'avais mal au ventre mais c'était vraiment la faim, mais je sentais que c'était vraiment la faim mais atroce, une faim énorme, je vomissais de la bile tellement j'avais rien en moi et c'était horrible, vraiment horrible. Et là je sais que ma maman adoptive s'est beaucoup inquiétée, d'ailleurs je m'en veux encore de l'avoir fait s'inquiéter comme ça. Elle s'est beaucoup inquiétée, énormément inquiétée. Le lendemain matin elle a fait venir mon docteur de famille, mon médecin de famille à la maison. Il lui a dit qu'effectivement j'étais anorexique et qu'il fallait que je me reprenne en main parce que sinon je serais hospitalisée. Donc dès le lendemain matin, j'appelle ma tata, donc ma adoptive, ma tata m'a fait des tartines pour que je les mange. Je m'en souviens très bien, de tartines au fromage. Je me souviens très bien. Et à peine quelques heures après, quand ça allait mieux, je crois que c'était quelques heures après ou le lendemain, je sais plus. C'est pour vous dire en fait, je le dis pourquoi, pour vous dire à quel point, subhanallah, à quel point c'est vraiment une emprise en fait psychologique. À partir du moment où j'allais mieux, j'ai remangé un peu des tartines, etc. J'ai sauté directement sur mon vélo d'appartement, dans la chambre. Et je me rappelle que ma maman adoptive m'a dit mais c'est n'importe quoi et tout, tu fais n'importe quoi, mais elle savait très bien que j'étais inarrêtable, en fait, c'est psychologique. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point l'emprise, elle est incroyable, en fait, alors que j'étais quasiment... Enfin, moi, je pense que vraiment, j'étais pas loin de... Je sais pas si j'étais pas loin de mourir, mais j'étais vraiment dans un sale état. Et pourtant, dès que ça a été mieux, ça faisait même pas quelques heures, dès que ça allait mieux, j'ai sauté, en fait, sur le vélo d'appartement pour éliminer les quelques pauvres calories que j'avais prises. C'était vraiment, en fait, c'est au moment le plus critique de ma maladie que j'ai été diagnostiquée par le docteur. Mais je sais pas si c'était vraiment un diagnostic parce qu'il est venu à mon chevet, mais j'ai pas été suivie ensuite par la suite parce qu'après je me suis dit j'aimerais reprendre en main et tout. Même si en fait je me suis jamais vraiment reprise en main parce qu'à l'heure actuelle je suis encore dans ces troubles, même si ça va beaucoup mieux, Dieu soit loué. Mais voilà, je pense que c'est une maladie qui nous accompagne toute la vie. Et donc voilà, le message que je pourrais faire passer aux personnes qui m'écoutent, c'est vraiment aller voir dès le début votre médecin. Bon après évidemment quand on est dans la maladie on est un petit peu dans le déni, mais du moins si des proches de personnes comme ça m'écoutent, n'attendez pas en fait, allez vraiment voir un médecin, forcez-les à aller voir un médecin pour avoir un suivi. Vraiment dès le début, c'est super important. Je pense aussi que dans les familles les plus traditionnelles, on va dire, de culture maghrébine, africaine, vu que c'est vraiment la femme qui est censée être au fourneau, c'est la femme qui est censée un peu tout faire, et surtout être à la cuisine, je pense que c'est d'autant plus un facteur, un obstacle en fait pour ces femmes-là qui souffrent malheureusement de troubles du comportement alimentaire, parce qu'étant donné que c'est elles qui sont à la cuisine, en fait elles ont une double pression, en mode c'est moi qui fais à manger, donc je suis confrontée à la nourriture, et je vais pas en plus de ça dire que je suis anorexique ou je vais pas me plaindre alors que, c'est moi qui cuisine, en fait c'est moi qui est confrontée aux aliments, c'est moi qui est confrontée au fourneau. Je pense qu'il y a un peu de ça qui joue, mais là c'est pas pour... Je pense pas que ça concerne les personnes d'ici, mais peut-être que, encore une fois c'est des hypothèses, peut-être que le fait que dans certains pays de culture maghrébine, il y ait pas forcément autant d'abondance que dans d'autres pays, que ce soit européens, c'est pas du tout pour critiquer, hein, c'est juste un fait, voilà, c'est pas, la vie elle est pas aussi facile dans certains pays que dans d'autres, et peut-être que le fait aussi de vivre dans des pays dans lesquels déjà la survie c'est déjà quelque chose d'important, et bien forcément on va pas en plus rajouter nos problèmes d'anorexie parce que c'est vu comme c'est des problèmes de bourge, c'est des problèmes occidentaux, c'est des problèmes de blanc quoi en gros. Et donc du coup je pense que ça peut être aussi un obstacle ça, cette composante là, même si de façon générale c'est vrai qu'en général quand tu n'as pas, je sais pas si on peut tomber dans l'anorexie quand on est vraiment démuni en fait. Je pense que c'est vrai que quand on dit c'est un problème de bourge, c'est un peu vrai au sens où il faut déjà avoir de la nourriture pour s'en priver.
Mais je pense aussi que cette réflexion-là, du coup, elle prive un peu les personnes qui sont dans cette situation, qui viennent de milieux démunis et qui pour autant sont comme ça, parce qu'en gros, on leur colle à la figure que ouais, c'est pas tes problèmes. Toi, t'es pas bourge, t'es pas riche, t'es pas blanc, donc tu peux pas faire ce genre de caprice-là. Mais encore une fois, ce sont vraiment des hypothèses. Mais il est évident qu'il y a une grosse différence de traitement dans la communauté maghrébine, on va dire musulmane, et au niveau de, je sais pas, une communauté plus européenne. C'est beaucoup mieux accepter les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychologiques en général, dans les communautés plus européennes, plus occidentales, que dans les communautés plus traditionnelles maghrébines, musulmanes. Il faut savoir que quand je me suis convertie donc à 24 ans, il y a maintenant 3-4 ans, parce que j'ai bientôt 28 ans, donc on va dire 4 ans, j'allais déjà mieux. En fait, moi j'ai commencé à aller mieux quand j'ai eu 23, 24 ans, même 22. Ça allait mieux parce que je mangeais plus régulièrement dans la semaine. Je faisais moins de jours de jeûne. En fait, là, depuis quelques années, j'ai ce système-là, c'est-à-dire que je vais manger, par exemple, 4 jours dans la semaine ou 5 jours dans la semaine et jeûner 2 jours. Donc quand je dis jeûner, c'est par exemple le lundi, je vais manger normalement, plus ou moins normalement, même si j'ai encore du mal à manger le midi. Et c'est même pas que j'ai pas faim, c'est même pas que j'ai peur de grossir, c'est que en fait, quand je travaille, vraiment, j'ai pas le temps en fait. Mais bref, par exemple, je vais manger le lundi, on va dire normalement. Le mardi, je vais pas manger. Le mercredi, je vais manger. Le jeudi, je vais pas manger. Le vendredi, je vais manger. Vous voyez ? En fait, j'essaie toujours de caler 2 fois dans la semaine où je mange pas. Vraiment, où je laisse mon corps respirer, être vide à part... Donc ça allait déjà mieux, on va dire, quand je me suis convertie à l'islam. Même si je sais que là, il y a très 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 récemment, j'ai fait des ateliers d'auto-hypnose avec une sœur très 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 compétente, une psycho-neuronutritienne qui a beaucoup de casquettes, fait beaucoup de choses. Elle m'a appris, même si je l'avais perçu plus ou moins, mais elle m'a confirmé conforté sur le fait que, effectivement, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychologiques de façon générale dans la communauté musulmane et dans les communautés, je pense, religieuses, comme tu l'avais bien dit, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui est aussi bien accepté, aussi bien reconnu plutôt que dans d'autres communautés, je sais pas, européennes ou ailleurs en fait. Parce qu'il y a vraiment ce truc en tout cas là je parle dans la communauté musulmane, même plutôt maghrébine, j'ai plutôt tendance à dire ça parce qu'on n'a rien à voir avec l'islam, en fait je pense que c'est encore une fois maghrébin culturel. Il y a cette femme-là, Aziza, avec qui j'ai fait l'auto-hypnose, m'expliquait, et c'est vrai que je l'ai reconnue, je l'ai vue, elle disait qu'en fait, par exemple, si tu vas être une personne boulimique, voilà, dans un environnement maghrébin, donc tu vas forcément beaucoup manger, que faire vomir ou pas, ça c'est, en général on cache les choses, mais on va dire que les parents, les personnes qui entourent, ils vont simplement dire « Oh mais il mange beaucoup, elle a une bonne fourchette, elle est gourmande, elle exagère un petit peu ». Mais jamais on va aller dire mais peut-être qu'elle a un trouble derrière, peut-être qu'elle a quelque chose de psychologique, peut-être qu'une personne anorexique, on va dire elle est super mince, elle ne mange pas, et on va pas dire elle est anorexique. Et j'avais justement, j'ai parlé un peu plus tôt dans le podcast de une de mes meilleures amies anciennement, qui était elle musulmane quand moi je l'étais pas, enfin je l'ai rencontrée quand je l'étais pas encore, et elle m'avait fait des remarques un peu en me disant toi t'es anorexique, etc. Mais pour autant, c'est vrai que elle, j'avais remarqué, parce que en fait, c'est un truc, je sais pas si c'est un radar, mais quand on est soi-même dans les troubles du comportement alimentaire, on remarque très vite les personnes qui en ont en fait. Et moi, je pense qu'elle en avait aussi un petit peu parce que souvent, elle mangeait pas. Et je sais pas si c'était par rapport, à des problèmes psychologiques, de TCA, mais elle mangeait pas. Et je sais qu'elle me parlait très très souvent elle aimait bien rappeler, dire oh moi je suis mince, qu'elle est très très mince, même un peu maigre. Elle aimait bien rappeler qu'elle était maigre, qu'elle était mince, souvent elle me le rappelait. Et des fois, ça a été à l'origine des fois de souffrance pour moi parce que je savais elle savait concrètement, puisqu'elle m'en parlait, elle remarquait que j'avais des problèmes des troubles du comportement alimentaire. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça parce que forcément, chez moi, ça a créé en fait une sorte de jalousie et de frustration puisque moi-même j'étais dans l'anorexie. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des exceptions, des personnes comme ça qui savent ce que c'est, mais de façon générale, puis y voir une différence de traitement parce que comme je te disais, dans cette communauté, en général, on reconnaît pas que c'est un trouble psychologique. Et dans beaucoup de choses, en fait, c'est pas que dans les troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup de choses qui font que, par exemple, rien que, moi je le sais parce que je l'ai vécu, rien qu'aller voir un psychologue, quand tu vas en parler à des personnes qui sont par exemple nées au bled ou même qui sont ici mais qui ils sont fort attachés à leur tradition, leur culture. Pourquoi faire, c'est pour les fous, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très
En fait, je sais pas si c'est une méconnaissance ou un mépris de la cause, du monde plutôt psychologique, du monde, ce monde-là, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas trop reconnu. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai pas dit tout de suite, mais je lui ai parlé un peu de tout ça. Et lui, c'est pareil. Je sais qu'il me dit oui pour me faire plaisir parce que je l'ai repris à plusieurs reprises et il en a marre. Mais je sais qu'il comprend pas trop. En fait, pour lui, il me disait juste, mais non, c'est dans ta tête. Alors oui, par contre, il avait raison, c'est dans ma tête. Mais pour lui, en fait, c'était juste que j'avais pas envie de manger, que je faisais pas d'efforts. C'est beaucoup plus profond que ça, que c'est une véritable maladie, que c'est des mécanismes que tu maîtrises pas forcément. Enfin, voilà, c'est une souffrance en fait. Et c'est vrai que moi j'ai vu quand même un peu ce manque de considération un peu dans les troubles psychologiques de façon générale par rapport à la communauté maghrébine. Il y a un peu ce manque d'estime, ce manque de considération. On n'en fait pas tout un foin en fait. Très vite, on passe à autre chose, ou alors c'est un djinn, ou il faut faire une prière, donc un exorcisme, mais on va pas se dire, oui, forcément, il y a des racines psychologiques, il y a quelque chose à fouiller. C'est d'autant plus difficile, moi, j'ai grandi dans une famille européenne, mais je pense que si, comme je l'évoquais, avec la sœur Aziza, je pense que les jeunes filles qui grandissent, en fait, dans des familles musulmanes, maghrébines, je vais arrêter de faire l'amalgame, mais du coup, presque forcément musulmanes, souvent ça suit, et qui ont ce trouble du comportement alimentaire, je pense que ça doit pas être facile pour elles, en fait, parce que il y a quand même tout ce poids de l'incompréhension et du trouble psychologique en fait. Tu fais des manières, tu manges juste pas assez, t'es juste trop maigre, t'es juste trop gros. Ma conversion m'a aidée de façon générale dans toute ma vie, hein, évidemment, quand on emprunte le chemin de la foi, de façon générale, que ce soit de n'importe quelle religion, je parle vraiment de foi, je différencie bien foi et religion. La foi, elle peut être dans n'importe quelle religion. Je pense que ça apporte un apaisement global à tous les niveaux. Je sais que ça m'a beaucoup apaisé par rapport à mes relations sociales, mes relations avec mes parents, mes relations avec moi-même et forcément mes relations avec mon corps. Pas forcément avec mon alimentation parce que j'ai continué un peu, ça n'a pas forcément changé les choses, mais avec mon corps, oui, parce que première chose, j'ai appris qu'il y avait des choses plus importantes que le matériel. Forcément, quand on passe d'un référentiel uniquement matériel, moi j'avais pas de religion, j'avais pas de foi, je croyais pas en un transcendant, en quelque chose de transcendant, en un être transcendant, je croyais pas en Dieu tout simplement, donc forcément j'avais un référentiel qui était très matériel en fait, très matériel et très uniquement basé sur cette vie-ci, cette vie-là éphémère, c'est ici-bas. Tandis qu'après m'être convertie, bien évidemment, j'ai compris et j'ai appris que il y avait un Dieu, que c'était une vie qui était éphémère, que la vie, de toute façon, qu'on soit musulman, croyant ou même athée, on voit bien qu'elle passe vite, et que du coup, il fallait pas s'éterniser dans cette vie, même au niveau en fait de nos considérations. Ça sert à rien de s'éterniser, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de se faire du mal, alors qu'on sait que qu'on soit croyant ou non, de toute façon, la vie elle passe vite et puis et tout n'est que temporaire. Donc forcément, la conversion elle m'a aidé à relativiser par rapport à tout ça, par rapport à l'éphémérité de la vie et du coup du fait qu'il fallait pas que ma vie tourne autour de questions en fait aussi futiles finalement que l'apparence. Donc ça m'a aidé par rapport à ça m'a beaucoup apaisé et puis j'ai appris plutôt à placer ma confiance dans le divin. Du coup je fais beaucoup de prières en fait par rapport à ça pour m'apaiser par rapport à ça. Je lui demande des choses par rapport à cette maladie et forcément vu que maintenant ma confiance elle est plus uniquement en moi, en mes capacités mais en celles divines qui sont autrement plus élevées bien évidemment, et bien forcément ça m'a apaisé parce que je sais que les choses elles sont plus entre mes mains. Voilà, en tout cas je fais les causes et ensuite le reste appartient à Dieu comme on dit. Ça m'a aussi beaucoup apaisé au niveau de l'apparence parce que étant donné que j'ai porté le voile directement, donc le hijab, je l'ai porté directement après m'être convertie, j'ai voulu vraiment, par rapport à mes parents adoptifs, faire tout en même temps, quoi. En gros, je me suis convertie, j'ai porté le voile comme ça, c'était fait, en gros. Étant donné que je me suis voilée, directement, on va dire presque directement, franchement à quelques semaines près, même quelques mois près, ça m'a aidé parce que forcément le voile islamique, c'est pas qu'un voile sur la tête en fait, c'est une façon d'être, c'est une façon de se comporter et c'est une façon de se présenter. Et on se présente de façon pudique au monde, au monde, à nous-mêmes aussi, parce qu'on a un rapport du coup qui est beaucoup plus détaché, un rapport qui est beaucoup moins orienté vers la mode, vers l'apparence, vers la futilité, même avec nous-mêmes. Ça m'a beaucoup apaisé par rapport à moi-même aussi. Et forcément, le fait d'être voilé, le fait d'avoir mon corps qui était plus ou moins couvert et moins mis en avant, parce que je suis pas encore
je suis pas totalement couverte, enfin je suis pas couverte absolument de façon très 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 large, même si je tends plus ou moins à l'être, mais voilà, de toute façon il y a quand même eu un réel avant-après dans mon habillement, et forcément le fait de me couvrir, d'avoir plus de pudeur, d'avoir plus de d'avoir le corps moins exposé, évidemment que ça a eu un impact, parce que forcément quand on s'expose moins, et ben forcément que ce soit extérieurement, même intérieurement on s'expose moins, parce que du coup vu qu'on est couverte, on reçoit, même si malheureux c'est malheureux, hein, on devrait ne recevoir aucune critique, qu'on soit couverte, découverte, absolument nue, c'est bien évident, mais forcément, quand on s'expose moins, on reçoit moins de critiques ou de regards, bref, toutes ces interactions au niveau de l'extérieur, on en reçoit moins sur notre corps, sur nous-mêmes, et du coup, forcément, ça a un impact sur nous-mêmes intérieurement, parce que forcément, on n'y pense même plus en fait. Donc oui, le fait de me voiler, d'être beaucoup plus pudique, d'être beaucoup plus couverte m'a beaucoup aidé dans ma relation avec mon propre corps à moi-même, parce que forcément, quand on s'habille super court, quand on s'habille de façon moulante, on le sait, on a conscience du fait qu'on voit notre corps, et nous-mêmes on voit notre corps dans le reflet, on sait qu'on est habillé de façon très proche du corps, forcément on n'a pas le même relationnel avec son corps que quand on est habillé de façon couvrante, parce que on sait que notre corps est couvert. C'est pas comme si on était protégé, mais quelque part c'est une sorte de protection, parce que c'est comme si c'est pas le problème du corps, mais c'est comme si le corps, il est couvert et puis on n'y pense plus. Alors que moi, je me rappelle très bien, avant, quand je m'habillais de façon, on va dire des fois moulante, etc. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que c'est pas trop moulant? Est-ce qu'on voit pas trop? Est-ce que c'est si? Est-ce que ça fait bien? Est-ce que ça rend bien? Dès que j'avais un miroir, je me regardais. Alors je continue de me regarder, mais là, je me regarde pour voir si je suis bien couverte, en fait, et puis c'est tout. Et puis je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup moins dans ce rapport de conflictualité par rapport à est-ce que je fais grosse, est-ce que si, est-ce que ça, c'est justement ça. Étant donné que je suis couverte, alors, par contre, il y a un moment donné où quand je m'habillais vraiment de façon trop large, je me trouvais grosse. Du coup, j'ai trouvé, grâce à Dieu, Dieu soit loué, une sorte un milieu, on va dire, un milieu entre le fait d'être pudique, couverte, et aussi le fait de pas forcément renoncer à ma féminité et m'habiller encore de façon élégante et classe, et du coup je me trouve plus trop grosse, parce que des fois c'est vrai qu'au début, quand je m'habillais vraiment de façon large, ça faisait vraiment gros, mais là du coup j'ai trouvé un juste milieu. Donc oui, l'apparence, le voile, la pudeur, ma spiritualité en fait m'a beaucoup aidé, dans mon processus de guérison, je pense. Parce que encore une fois, juste pour vraiment insister, la pudeur, c'est pas juste physique, en fait, c'est pas juste un habit. La pudeur, en fait, elle nous apprend à nous détacher des choses matérielles et futiles de plus en plus. C'est un détachement au niveau de l'apparence, parce qu'on mise moins sur l'apparence, mais c'est aussi un détachement des choses futiles. C'est pas que l'apparence, ça englobe beaucoup plus de choses, en fait. Habille-toi de façon pudique pour, en fait, montrer, et toi-même, pas que montrer, et vraiment ressentir ce détachement face aux choses du monde éphémères, matérielles, qui ne durent pas en fait, et qui n'apportent finalement qu'un plaisir éphémère, tout simplement. En fait, pendant un certain moment, je me souviens, plus ou moins, que je me disais, je vais vivre avec ça, et c'est pas grave, et je vais gérer ça, et toute ma vie, ça sera comme ça, en fait. Toute ma vie, je mangerai pas pendant 5-6 jours, et puis un jour où je mangerai, et ça va très bien, de toute façon, je vais très bien, je le supporte très naïvement, bien sûr, parce que c'est vrai que pendant des années, encore à l'heure actuelle, pour vous parler de mon programme actuellement, il y a plusieurs jours dans la semaine où je mange pas, mais il y a plus de jours dans la semaine où je mange que de jours où je ne mange pas. Donc, alhamdoulilah, Dieu soit loué, j'ai réussi à changer quand même ça. Mais c'est quelque chose de gérable, en fait. Et je pense que même sans parler d'anorexie ou sans parler de troubles du comportement alimentaire, ou en tout cas de troubles de problèmes, je pense qu'il y a des personnes qui font ça. Il me semble que, je sais que par exemple, mon mari, qui a beaucoup étudié dans l'alimentation, etc., parce qu'il faisait beaucoup de sport, il fait beaucoup de sport, et en fait il m'a dit que c'est pas mal, ça peut être un bon programme, de jeûner quelques jours de la semaine, de pas manger tous les jours, et je pense qu'il y a des personnes qui font ça, donc c'est tenable. Mais bien sûr, avant, ce que je faisais quand je mangeais pas de la semaine et que je bouffais pendant une journée, bien sûr, ça c'était pas tenable. Mais voilà, je me disais, en fait, je vais continuer comme ça, et puis voilà, advienne que pourra. J'étais un peu dans le déni, en fait. Ensuite, je me souviens que j'étais partie voir une femme, donc une médecin, mais je sais plus, ce que ça remonte quand même, je crois que ça va faire 10 ans. Je sais plus si, je me rappelle, c'était avec ma tata, donc ma maman adoptive, et mon amie. Et je sais plus, en fait, si donc ma mère adoptive avait dit à cette médecin que je souffrais d'anorexie. Je sais plus comment elle l'a présenté, mais en tout cas ça a été super maladroit de sa part, parce que elle m'a demandé, cette dame, mes mensurations, etc., elle m'a demandé de me peser. Alors je me suis dit,
Enfin, maintenant, je me le dis, parce que sur le moment, j'ai très très mal réagi. Je me rappelle que j'ai pleuré, j'ai tout nié en bloc. J'ai dit non, c'est absolument mort. On arrête tout de suite. Moi, je me pèse pas, il y a pas de. Et en fait, je me dis, enfin, c'est un peu bête. Parce que si vraiment ma tata, ma mère adoptive, je l'appelle ma tata, lui a dit que je souffrais d'anorexie, je me souviens plus, mais en tout cas, si elle lui a dit, c'est totalement maladroit et débile de demander à la jeune fille en question de se peser, sachant qu'une anorexie, quand on connaît un minimum, elle a tout sauf envie de se peser, elle veut pas savoir son poids, ou alors, en tout cas, voilà, il y a deux types de figures. Il y a un moment donné où j'étais vraiment dans le contrôle de mon poids, je me pesais tout le temps, fallait pas que je dépasse un gramme ou un genre de choses, et ensuite, je suis passée à une étape dans laquelle je suis encore, c'est que je ne me pèse plus en fait, je me pèse plus et je suis plus dans le contrôle de mon poids parce que j'ai vu que ça altère beaucoup mon humeur. Alors avant que ça aille mieux, je le faisais déjà plus parce que je me disais je me base que sur ce que je mange et sur comment je me sens quand je me regarde et comment je me sens en moi, mais pas sur ce que je vois sur ma balance. Et maintenant en fait il y a une crise de pas se baisser le temps, même si moi je me pèse vraiment plus du tout pour le coup, je me pèse vraiment plus du tout. Parce que c'est trop, enfin ça jouait trop sur mon humeur en fait. Dès que je voyais que j'avais pris un peu de poids, je pétais les plombs, enfin c'était incroyable. Et je sais même qu'à l'heure actuelle, je me sens bien dans mon corps, vraiment, Dieu soit loué, je me sens bien, etc. Je me sens mince, je me sens belle, etc. Mais je sais très bien que si je vois mon poids, même si c'est un poids voilà, qui va être jugé objectivement bien, je sais que je vais pas l'aimer en fait, je le sais d'avance, donc je préfère encore ne pas le faire. Et où j'ai réussi à gérer ça tout seul en arrêtant de me peser. Parce qu'en fait, ça veut dire que lorsque j'étais voir la dame, la médecin qui me faisait, en fait, ça m'a encore plus conforté dans l'idée de me gérer tout seul, en fait, de me gérer tout seul. Parce que je me suis dit, même une professionnelle, elle me demande de me peser alors que je suis anorexique, c'est qu'en fait, je dois le faire toute seule parce qu'ils comprennent rien, quoi, en fait. Enfin, je me souviens plus si j'ai dit ça aussi clairement dans ma tête, mais clairement, c'est ça, en fait, qu'on se dit, enfin, c'est normalement le corps professionnel doit savoir, le corps médical doit savoir que des personnes en situation d'anorexie n'ont pas envie de se peser, pas du tout. Ou alors, bref. Donc j'ai géré ça toute seule. Comment j'ai continué en fait à vivre ma vie comme ça. Et en fait de moi-même, en fait après par la suite de moi. Donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup appuyé sur le sport, même si j'en faisais déjà pas mal. Et en fait je sais pas, hein, franchement il n'y a pas de truc linéaire, mais je sais que petit à petit en fait j'ai été voir personne du tout, j'ai pas été voir de psy, une de mes erreurs. J'ai continué comme ça en fait petit à petit à manger quelques jours, à pas manger d'autres jours. J'ai vraiment continué et en fait je pense que vraiment la guérison a été au niveau de la religion, parce que même si déjà avant ça allait mieux, je sais qu'en tout cas la religion elle m'a beaucoup aidée, au sens où voilà, je me suis détachée de toutes ces considérations un peu matérielles, un peu un peu éphémères, pour me concentrer sur l'essentiel. Donc en fait je me suis guérie de moi-même, j'ai continué mon programme tout en amoindrissant, c'est-à-dire en passant à plus de jours dans lesquels je mange que 2 jours dans lesquels je ne mange pas, et voilà. Et là récemment, il y a vraiment pas très longtemps, je suis allée voir une psychologue et je compte lui en parler, j'en ai déjà parlé, mais je sais que dans les séances qui vont venir, je vais venir en parler. Et avant ça, j'ai déjà parlé de ma sœur Aziza, qui est une psychoneuronutritionniste, et avec qui j'ai parlé de tout ça en fait. Et j'ai réussi, bien sûr, je n'en suis pas sortie. Hein. Pour moi, c'est une maladie de laquelle on ne sort jamais. Mais du moins, je vis avec, on va dire, un peu mieux qu'avant. Et je me gère, je m'auto-gère. Bien sûr, moi, je crois en Dieu, donc je sais que j'ai l'aide divine et la bénédiction divine derrière tout ça. Mais c'était un parcours du combattant et ça l'est encore. Et je sais très bien qu'en fait, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que même si je me fais aider, en fait, mon rapport à l'alimentation, il a tellement été marqué, il a tellement été détraqué que finalement, ça sera toujours un rapport complexe, en fait. Même si ça peut devenir un rapport affectueux, maintenant, je suis un peu dans un rapport affectueux, mais je sais que ce sera jamais un rapport normal. Si je pouvais dire une chose à l'adolescente que j'étais, je me serais dit de me faire confiance, d'être bienveillante envers moi-même et d'aller vers le divin, en fait, parce que clairement, c'est la chose qui m'a sauvée, la foi, donc... Je pense que à cette adolescente-là, je lui dirais que tout passe et que ça ira et que ça sert à rien de se stresser autant. Je pense pas que je lui dirais de pas le faire parce que c'est mon chemin de vie qui m'a mené là où je suis, qui fait que... Et finalement, franchement, cette maladie, elle m'a beaucoup... elle m'a beaucoup aidée en fait. Cette maladie, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a fait prendre conscience à quel point j'étais forte.
Vraiment. Donc, je dirais à cette adolescente de ne pas être aussi stressée que ça va passer, de ne pas se faire tant de mal que ça, et de ne pas être autant dans le contrôle. Parce qu'en fait, je pensais vraiment contrôler, je pensais vraiment que dès que j'allais manger un truc, j'allais grossir, etc. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. À l'heure actuelle, je me fais quand même plaisir, ça va beaucoup mieux, et j'ai toujours... je grossis pas, je suis bien, en fait, dans mon corps. Donc, je lui dirais de se faire confiance, et de pas s'en faire autant, que ça va aller, en fait. Vraiment, ça va aller. Que tu n'as pas besoin d'être autant dans le contrôle, la discipline, parce que fais-toi confiance et fais confiance à ton corps et fais confiance à la nature, en fait, qui est tellement bien faite. Je pense que c'est ce que je me dirais. Et forcément, je lui dirais de pas faire de régime aussi drastique, mais comme j'ai dit, en fait, ce combat-là, il a fait en sorte que je sois devenue quelqu'un d'aussi fort. Et franchement, sans me vanter ni quoi que ce soit, il y a vraiment une chose que j'aime bien en moi, c'est ma détermination. Je suis quelqu'un de très déterminé et de très... qui a beaucoup de force en elle. Dieu soit loué encore une fois. Et je pense que je voudrais pas annuler ce passé, en fait. Je voudrais pas, si je pouvais revenir en arrière, je l'effacerais pas. Parce que vraiment, ça a contribué à forger encore plus ma détermination. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que si un professionnel qualifié m'avait donné un suivi, quelqu'un de, un médecin, quoi que ce soit, dès le début, je pense que je m'en serais sortie beaucoup plus rapidement, ouais, je pense. Mais en fait, l'anorexie qui est en moi, c'est pour ça que je te dis que, en fait, on sort jamais de cette maladie. Jamais vraiment. L'anorexie qui est en moi vient de se dire à l'instant, ouais, mais en même temps, t'aurais pas perdu autant de poids, donc ça aurait peut-être pas valu la peine. C'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'on reste toujours, malgré des années, je parle vraiment de moi, je reste toujours dans ce mécanisme un peu malsain de pensée un peu malsaine. Mais, encore une fois, c'est bien de dire, oh, c'est dommage si seulement il y avait eu ça, il y avait eu ci. Mais en fait, moi, je suis fière de mon combat et je suis fière de ce qui s'est passé, en fait. Et je suis fière d'avoir été cette personne parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment cette maladie qui m'a fait prendre conscience à quel point j'étais quelqu'un de fort, en fait. Je savais déjà que j'étais quelqu'un de fort. Mais vraiment, ça m'a fait prendre conscience qu'à travers les ascèses que je faisais, les jeûnes, toutes ces choses, je me suis rendu compte, je suis pas du tout en train de faire l'éloge de ça, hein, pas du tout. Mais j'ai vraiment pris conscience à quel point j'étais quelqu'un de fort mentalement et physiquement. Donc je pense que si j'avais eu effectivement un suivi professionnel, je m'en serais sortie beaucoup plus rapidement, mais j'aurais peut-être pas autant forgé ma détermination et mon caractère, peut-être, je sais pas. Mais effectivement, bien sûr, quand on est pris en charge à temps, ça nous aide. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire aux gens ne vous prenez pas en charge comme ça, vous serez plus fort. Non, bien sûr que non. Moi, ça a été mon parcours de vie parce que c'est Dieu qui a décidé ça, c'était mon destin. Mais évidemment, si vous avez l'occasion d'être prise en charge dès le début, c'est évident. Mais après, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, on n'a pas envie parce qu'on est dans le déni dans le début de notre maladie. Je pense surtout au début. On est vraiment dans le déni et on a envie c'est très malsain, hein, c'est pour ça qu'il faut lever le tabou, c'est très malsain, c'est très bizarre, mais on est dans la complaisance par rapport à la maladie, on a envie de rester dedans, en fait, parce que c'est notre truc qui fait, c'est carrément l'anorexie, c'est carrément qui a perdu du poids, c'est notre marque de fabrique, en fait. On se fait remarquer surtout à l'adolescence par ça, et du coup, on n'a pas envie de s'en défaire, en fait. On est bien avec cette maladie, on se complaît dedans. Si je devais donner un conseil aux auditrices qui nous écoutent et qui souffrent de la même chose que moi, ou alors d'un trouble du comportement alimentaire, je peux pas leur dire ne faites pas ce que vous faites parce qu'elles vont le faire, en fait. Et même moi, si on l'avait dit, on l'a dit de toute façon, et j'ai pas écouté parce qu'il faut le vivre, en fait. Voilà, c'est notre épreuve, on doit la vivre. Mais simplement essayer, je pense, d'être bienveillante avec soi-même, de vivre ce qu'on a à vivre. Je suis pas en train de dire il faut que vous aller à fond dans votre maladie, mais je trouve pas ça. En fait, on peut pas dire à quelqu'un qui a atteint une maladie, le fait pas. Il est dans son truc, il t'écoutera pas, en fait. C'est juste, soyez quand même bienveillante avec vous-même et surtout, la voix dans votre tête qui vous dit tu dois maigrir, tu dois grossir, t'es moche, t'es machin, il faut pas l'écouter parce qu'elle est vraiment, c'est une sacrée menteuse, en fait. C'est une sacrée menteuse et c'est elle qui vous amène à votre perte. En fait, dans la station actuelle dans laquelle vous êtes, vous pensez, c'est elle qui a raison, vous pensez que vous êtes moche, vous pensez que vous devez perdre encore 10 kilos alors que vous êtes déjà au bord pour être belle, vous pensez toutes ces choses qu'elle vous suggère, mais c'est pas vrai. Moi, dans la religion, on dit que c'est du west-west, c'est-à-dire ce sont des pensées qui viennent du diable, des pensées mauvaises, qui est corruptrice, on va dire, mais c'est pas des vraies pensées. Il faut écouter son cœur et non pas toutes ces mauvaises choses. En fait, on le sent quand c'est des pensées malsaines. Il faut essayer de pas les écouter, même si bien sûr, comme je l'ai dit, quand on est dans la maladie, on le vit et puis c'est tout. Mais il faut essayer, en fait, sachez, même si vous l'écoutez, sachez qu'elle a pas raison. Et sachez que vous serez plus forte qu'elle un jour. Et essayez d'être plus forte qu'elle. Allez toujours vers la bienveillance, en fait. Essayez d'être plus forte qu'elle, de la dépasser et sachez qu'elle n'est pas plus forte que vous et qu'un jour vous aurez le dessus sur elle. Et par rapport aux femmes qui sont dans le même cas que moi, dans une religion quelle qu'elle soit, dans laquelle il est un peu mal vu, en fait, d'être
dans laquelle il est un peu mal, enfin dans laquelle les troubles psychologiques en tout genre sont mal vus, dans laquelle ces femmes-là qui sont dans des familles qui ne prennent pas au sérieux ces troubles-là, en fait, casser les tabous. Moi, je suis toujours en train de le dire sur ma page Instagram, surtout, arrêter. En fait, il faut casser les tabous, il faut arrêter d'avoir honte. La hfoura, pour les musulmanes qui m'écoutent, les arabes, les maghrébines, elles doivent passer de l'autre côté. En fait, il n'y a pas de honte à être malade, il n'y a pas de honte à être anorexique, il n'y a pas de honte à avoir des troubles du comportement alimentaire, à se faire vomir, il n'y a pas de honte. En fait, c'est comme ça. C'est une épreuve. Il y a des personnes qui sont alcooliques, il y a des personnes qui sont droguées, il y a des personnes qui... Voilà, c'est tout. C'est une épreuve comme une autre que Dieu vous a donnée. Il n'y a pas de honte, il faut arrêter avec ce... Parce qu'en fait, voilà, le problème, c'est que le culte de la honte, en fait, il détruit beaucoup de choses, en fait. Et il crée beaucoup de malheur, il crée beaucoup de tabous, il crée beaucoup de frustration, il crée beaucoup de maladies. Et il faut arrêter avec la honte. Il n'y a pas de honte. Allez voir un médecin, faites-vous soigner. Parlez-en avec votre famille. Quand ils essayent de minimiser les choses, dites non, en fait. Peut-être que vous y croyez pas, mais ça existe. Les troubles psychologiques, ce sont des réalités. Je crois pas que dans l'islam, on dit que c'est pas une réalité. Hein. Donc... il faut arrêter avec ce culte de la honte et des tabous. Il n'y a pas de tabou, c'est une maladie comme une autre et c'est comme ça. Et il faut être OK avec ça. Et il faut s'accepter et l'accepter. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de réception dans votre famille, allez voir des professionnels de santé. Chez eux, il y en aura. Et c'est tout, en fait. Faut pas forcer, en fait. Délivrez votre message à votre famille et si elle ne veut pas l'écouter, c'est tout. Mais vous, écoutez-vous, en fait. Même si eux, ils ne veulent pas vous écouter, vous, écoutez-vous. Et ne faites pas l'impasse sur vos ressentis, ne faites pas l'impasse sur cette maladie. Ne la reléguez pas dans les oubliettes en mode c'est rien, ça va. Non, il faut traiter les choses, parce que même si vous la traitez pas, cette maladie, elle sera toujours avec vous. Moi, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, voilà, comme j'ai dit, je serai dans un rapport compliqué à l'alimentation. Mais si en plus vous la traitez pas, elle va prendre de plus en plus de terrain sur vous jusqu'à vous tuer. Il y a des personnes qui sont mortes d'anorexie, il y a des personnes qui sont mortes de boulimie. Enfin voilà. Donc il faut se faire traiter et ne pas avoir honte. Vraiment mettre fin à la honte. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente d'avoir participé à ce podcast vraiment bienveillant et vraiment très très important d'utilité publique. Donc je te remercie de m'avoir donné la parole et j'espère que ça aidera des personnes à aller mieux. Voilà, merci beaucoup.